Wisdom of the world available. Transform your life spiritually, socially, personally, economically, and every other way. Teach you how to be rich and powerful and sophisticated and healthy and influential. Je reçois régulièrement des emails ou des appels d'entrepreneurs, coachs, consultants, formateurs, dirigeants qui veulent développer leur activité, leur business, optimiser leur quotidien, leur vie, qui veulent que je les aide pour solutionner leurs problèmes en devenant des leaders ou de meilleurs leaders. En creusant un peu, je me rends souvent compte d'un problème majeur, d'une habitude inutilisée, zappée, oubliée ou totalement sous-estimée. La lecture. Le pouvoir de la lecture, c'est le sujet du jour. La plupart des entrepreneurs et la plupart des individus ne lisent pas. Je ne suis pas le seul à le dire. Selon une enquête menée par l'Organisation mondiale d'études de marché, JFK, en 2017, pour déterminer la fréquence de lecture de livres, il en ressort notamment les chiffres suivants. 14% des Belges ne lisent jamais. 30% d'entre eux lisent moins d'une fois par mois. 11% des Français ne lisent jamais. 22% d'entre eux lisent moins d'une fois par mois. On retrouve les mêmes chiffres à un point près chez les amis canadiens et américains. La fréquence de lecture est corrélée aux revenus. Plus les revenus sont élevés, plus la fréquence de lecture est élevée. Ce qui est sûr, comme nous allons le voir en détail, les bénéfices, les avantages et les bienfaits pour le cerveau, l'esprit, le corps, les relations et le business sont multiples. En 1880, dans une petite ville plutôt perdue de l'Alabama, Tuscumbia, la petite Hélène voit le jour au sein d'une famille aisée. Pas forcément riche, mais disons aisée. Ce détail a de l'importance pour la suite. Son père, Arthur, est capitaine dans l'armée confédérée avant de devenir éditeur d'un journal local et d'être nommé maréchal de North Alabama. Sa mère, Catherine, est mère au foyer. Elle s'occupe de la plantation familiale de coton pour maintenir un certain niveau de vie parce que leurs richesses ont été grandement impactées par la guerre de sécession. Pourquoi je vous parle de ses parents ? Tout simplement pour mieux cerner le contexte dans lequel elle a grandi et évolué. En clair, ses parents étaient éduqués. En 1880, c'est loin d'être le cas pour tout le monde. À 1 an et demi, le petit bout de chou est frappé par une maladie infectieuse foudroyante. Très probablement la scarlatine qui la rend totalement sourde et aveugle. C'est irréversible, ce qui entraîne de très gros troubles de la parole. L'enfant n'aura pas accès au son de la parole et donc elle ne peut pas les répéter par mimétisme comme le ferait un enfant en bonne santé, puisque l'ouïe est intimement lié à la parole. Pour les médecins de l'époque, la petite va grandir en étant muette ou pratiquement muette. Rappelons que nous sommes au 19e siècle, ce qui veut dire qu'on est bien loin des avancées technologiques que l'on connaît aujourd'hui. Étant donné qu'elle ne voit rien et qu'elle n'entend rien, imaginez l'obscurité totale dans laquelle Hélène se trouve plongée. Incapable de voir le monde qui l'entoure, incapable d'entendre les voix aimantes de ses parents, incapable d'échanger avec eux. Elle est prisonnière dans son propre corps, isolée de toute communication centrale et traditionnelle avec le reste du monde. À partir d'1 an et demi, elle va passer sa vie dans le noir et le silence. Je vous laisse imaginer son enfance. Elle a une enfance compliquée, étant donné que les personnes de son entourage ne peuvent pas parler avec elle, ils ne peuvent rien lui apprendre. En plus, elle est dépendante de ses parents. Tout ceci la rend turbulente, colérique, voire agressive, puisque c'est sa principale manière de s'exprimer et de libérer une partie de ses émotions. Ces phases de colère laissaient parfois place à des phases de joie, rire ou sourire, combinées à des moments de tendresse. Étant aisés, ses parents n'ont cessé d'enchaîner les visites chez une multitude de spécialistes en tout genre pour tâcher de trouver une solution à sa surdité et à son aveuglement. En 1886, la petite Hélène a 6 ans. Sa mère entend parler d'un docteur, Alexander Graham Bell. C'est plutôt un ingénieur et scientifique expert qui œuvre pour faciliter le quotidien des personnes atteintes de troubles de surdité. On lui doit notamment le détecteur de métaux, le phonographe, les premières formes de l'hydrocoptère et même le téléphone, même si certains historiens créditent l'invention du téléphone à Antonio Meucci. Pour Alexander Graham Bell, c'était une mission de vie puisque sa mère et sa femme étaient sourdes. Il voulait absolument contribuer à faciliter le quotidien des personnes atteintes de cet handicap tout en tâchant de faciliter la communication. C'est pourquoi il a dévoué une grande partie de sa vie à cette cause. Il était également professeur de diction à l'université de Boston et un spécialiste de l'élocution. Techniquement, ce métier aujourd'hui est connu sous les noms de phonologue ou phoniatre. Le bonhomme était expert dans son domaine, concerné, passionné et proactif. Face à la réputation du monsieur, la maman est enthousiaste à l'idée de le rencontrer, mais à la sortie du rendez-vous, Alexander l'invite à se rapprocher de l'Institut Perkins. Fondé en 1829 à Watertown, dans le Massachusetts, l'Institut Perkins est la première école américaine pour les aveugles. À l'époque, c'est une vraie révolution qui ouvre de nouvelles perspectives pour les victimes. Le problème, c'est qu'il y a 1040 miles entre Tuscumbia et Watertown, soit plus de 1673 km entre le domicile et l'Institut Perkins. Aujourd'hui, il faut plus de 15h42 pour s'y rendre selon Google Maps. Alors, je vous laisse imaginer le temps avec les moyens de transport de l'époque.
L'espoir, l'amour et la fatigue sont plus forts. Que votre petite fille souffre au quotidien, dans le noir le plus complet et le silence permanent, en général, vous êtes prêt à tout. Pas vrai? La force de l'Institut Perkins réside dans le fait qu'ils sont en avance sur la pédagogie, l'utilisation et l'apprentissage du braille. La vie d'Hélène est sur le point de basculer grâce à une rencontre décisive, Anne Mansfield Sullivan. Annie, pour les intimes, est une éducatrice spécialisée, passionnée d'enseignement et surtout pleine d'empathie qui évolue au sein de l'Institut Perkins. Le directeur de l'Institut demande à Annie de devenir la professeure attitrée de la gamine. En effet, il n'a jamais eu de patiente étant à la fois sourde et aveugle. Annie est une jeune femme de 20 ans, issue d'une famille d'immigrés irlandais modestes arrivés aux États-Unis en 1860. Elle a connu plusieurs difficultés majeures durant son enfance. Son petit frère Jimmy est atteint de coxalgie et a été confronté à la mort puisque sa sœur Alice décède à l'âge de 8 ans. Elle souffre également de problèmes oculaires. Ces épreuves ont naturellement contribué à façonner son état d'esprit, ses valeurs, sa mission de vie et son empathie. L'Institut Perkins lui a donné un diplôme et l'opportunité de subir plusieurs opérations oculaires qui vont contribuer à améliorer quelque peu sa vue, qui est, faut le dire, plutôt mauvaise, pour ne pas dire catastrophique et désastreuse, avant de devenir elle aussi aveugle à la fin de sa vie en 1935 à l'âge de 69 ans. Elle a consacré une bonne partie de sa vie à aider les autres, notamment les personnes en situation de handicap, les personnes aveugles et notamment Hélène. À noter un élément intéressant, c'est l'attitude du directeur qui, malgré le jeune âge d'Annie, rappelons qu'elle a seulement 20 ans, et malgré l'ampleur de la mission, il croit totalement en elle et en ses capacités pour lui confier cette lourde mission. Annie déménage alors à Tuscumbia pour vivre au sein de la famille d'Hélène parce que l'enfant ne peut pas réellement être intégré et pris en charge au sein de l'institut dû à ses grandes difficultés, son jeune âge et son illettrisme. Malgré un grand scepticisme de la part des parents, les 4 personnes se mettent d'accord pour se donner un délai de test de 9 mois. En cas d'absence de résultat, Annie retournera à l'Institut Perkins. Dès son arrivée, la jeune éducatrice s'investit pleinement en passant tout son temps à savoir jour et nuit aux côtés de la jeune fille. La tâche est plus qu'ardue car comme vous le savez maintenant, la petite est dissipée, turbulente, elle crie, elle fait beaucoup de caprices, elle est difficile. Mais Annie est déterminée. Et les efforts payent puisqu'en l'espace de mois seulement, elle arrive à accomplir un petit miracle. Un jour, alors qu'Annie et Hélène sont assises dans le jardin, elle s'approche du puits. Annie fait toucher l'eau à Hélène et lui épelle à plusieurs reprises le mot « eau », « water » en anglais. Ce simple geste va faire basculer sa vie puisque la fillette comprend. Et là, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à elle. Hélène laisse tomber la tasse qu'elle tient et saisit la main d'Annie pour découvrir l'épellation. Ensuite, la gamine traîne l'éducatrice partout dans le jardin et dans la maison pour connaître le nom de tous les objets et tous les éléments qui l'entourent. C'est le déclic qui permet à la jeune fille de passer de l'obscurité à une certaine forme de lumière grâce à cette nouvelle forme de communication. Cette méthodologie unique va lui permettre par la suite d'apprendre la langue des signes et surtout le braille, ce qui va lui permettre de découvrir un autre monde fascinant, le monde de la lecture. Ça va transformer la destinée de la petite Hélène. Avant de vous dire comment, penchons-nous sur certains bienfaits de la lecture, bien souvent totalement zappés, oubliés ou sous-estimés. Quel est le plus gros bénéfice de la lecture? Dans une étude visant à comparer les habitudes des pauvres et des riches, Thomas Corley, auteur du livre Rich Habits, The Daily Success Habits of Wealthy Individuals, s'est rendu compte que 86% des riches déclarent aimer la lecture contre seulement 26% chez les pauvres. Il définit les riches comme étant ceux qui ont un revenu annuel supérieur à 160 000 $ et pour lui les pauvres sont ceux qui ont un revenu annuel brut de 35 000 $ ou moins. Mais ça ne s'arrête pas là. 88% des riches lisent des livres qui ont pour but de les aider à s'améliorer contre seulement 2% des pauvres. En approfondissant les recherches, il a également découvert que les millionnaires lisent tous les jours en moyenne 30 minutes et bien souvent plus. Les exemples ne manquent pas. Bill Gates lit plus de 50 livres par an, soit plus d'un livre par semaine. Warren Buffett lit au minimum 5 magazines spécialisés par jour, soit plus de 500 pages par jour. Mark Zuckerberg lit un livre toutes les 2 semaines, etc., etc. La lecture est clairement un atout dans le cadre du développement personnel et professionnel. Mais ce n'est pas le plus gros bénéfice. À votre avis, quel est le plus gros bénéfice? Un chercheur français
Docteur en sciences, Bernard Perbal a démontré dans une étude qui s'intitule Neuroscience and Psychological Studies Sustain the Cognitive Benefit of Print Reading, publiée en février 2017 sur le site de l'Institut national américain pour démontrer l'impact de la lecture sur la stimulation du cerveau qui permet l'amélioration des capacités cognitives telles que la concentration, la mémoire, l'attention et la pensée analytique. Le professeur a expliqué, pour faire simple, que les connexions neuronales sont plus fortes et plus nombreuses dans les régions du cerveau impliquées dans la lecture, notamment le lobe frontal, qui est le siège de la pensée, de la volonté, de la planification, du contrôle des muscles et de la coordination des mouvements, mais également le lobe pariétal qui perçoit essentiellement les sensations comme le toucher ou le goût. Il a aussi abordé, comme d'autres études et d'autres chercheurs aux quatre coins de la planète, la stimulation de la plasticité neuronale, c'est-à-dire la capacité de notre cerveau à changer et à s'adapter. Sans oublier la plasticité cérébrale qui améliore la capacité du cerveau à apprendre de nouveaux éléments ou de nouveaux concepts. Je viens de mentionner comme bénéfice le développement personnel et professionnel, l'amélioration de la concentration, l'optimisation de la mémoire, l'attention accrue, mais également le développement de la pensée analytique, la plasticité neuronale et surtout la plasticité cérébrale. Mais ce n'est pas le plus gros bénéfice. Une étude menée par l'Université de Californie à Los Angeles qui s'intitule Short-Term Practice, Schedule and Learning New Movement, Contrasting Effect on Implicit and Explicit Knowledge en 2010 a révélé que la lecture peut augmenter la densité de matière grise dans le cerveau et améliorer la connectivité entre les régions cérébrales. Inutile de préciser ce que l'augmentation de la matière grise signifie, mais ce n'est pas le plus gros bénéfice. Plusieurs études en neurosciences, dont celle de l'Université d'Emory à Atlanta de 2013, qui s'intitule Reading a Novel Change Brain Connectivity, ont révélé que la lecture contribue à maintenir le cerveau en bonne santé et réduire le risque de développer la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence. En effet, la lecture régulière permet d'augmenter la probabilité de maintenir la densité des connexions synaptiques dans le cortex préfrontal, même chez les personnes âgées. Je peux continuer encore longtemps à jouer à ce jeu en vous partageant une multitude de bénéfices et d'études. On a vu que la lecture régulière permet de booster la probabilité de décrocher de meilleures opportunités professionnelles, la concentration, la mémoire, l'attention, la pensée analytique, la capacité d'adaptation, l'apprentissage d'intelligence, le ralentissement du vieillissement du cerveau. À cela, je vais rajouter et citer notamment l'enrichissement du vocabulaire, l'amélioration de l'écriture, l'augmentation de l'empathie, le développement de l'esprit critique, le développement de l'imagination, l'inspiration, la motivation, la réduction des symptômes de la dépression, la gestion du temps, le renforcement de la confiance en soi, la cultivation de la curiosité, l'amélioration des capacités de communication et d'influence, et bien évidemment l'amélioration du sommeil. Mais ce n'est pas le plus gros bénéfice. Une réduction de 68% en seulement 6 minutes. Selon le neuropsychologue Dr David Lewis de l'Université de Sussex, 6 petites minutes de lecture permettent de ralentir le rythme cardiaque, de soulager les tensions musculaires et de booster le niveau d'endorphine tout en régulant tout un tas d'hormones telles que la dopamine, la sérotonine, l'oxytocine, le cortisol ou encore la mélatonine. Selon lui, la lecture est le meilleur anti-stress naturel. 6 petites minutes de lecture peuvent générer jusqu'à 68% de stress en moins. Jouer aux jeux vidéo, c'est seulement 21% de stress en moins. Marcher, c'est 42% de stress en moins. Boire un thé, c'est 54% de stress en moins. Écouter la musique, c'est 61% de stress en moins. Se plonger dans un bon bouquin est la meilleure relaxation. L'Organisation mondiale de la santé qualifie le stress de mal du siècle. Entre nous, dans nos sociétés modernes, qui sont de plus en plus sources de maladies de l'âme, telles que le stress, l'angoisse, le repli sur soi, le burn-out, etc., c'est intéressant de revenir aux fondamentaux. Après avoir vu pas moins de 23 bénéfices de la lecture, revenons à l'histoire d'Hélène. En 1888, à 8 ans, elle rejoint l'Institut Perkins pour continuer d'apprendre et de développer ses compétences. Annie va naturellement la suivre et devenir en quelque sorte son assistante de vie scolaire, disons son accompagnante. Elles sont inséparables. 2 ans plus tard, à 10 ans, Hélène ne veut pas en rester là. Elle a une envie folle de parole. Cela semble totalement fou puisqu'elle est sourde et aveugle et par conséquent, elle ne peut ni entendre les sons ni voir les lettres. Je vous mets au défi d'essayer de parler en vous bouchant les oreilles pour avoir un aperçu du niveau de difficulté. Sachant que vous savez parler, très certainement lire, et que vous disposez très probablement de l'ensemble de vos sens. Vous vous rappelez de ce jeu où il fallait communiquer en se bouchant les oreilles? C'était déjà une grosse galère, pas vrai? Grâce à Annie, elle développe une méthodologie non conventionnelle, totalement originale et carrément redoutable. She had observed that we did not use the hands when we were talking to each other. And I let her see, by putting her hand on my face, how we talked with our mouths. She felt the vibration of the spoken word. Instantly, she spelled, I want to talk with my mouth.
That seemed impossible. But after experimenting for a time, we found that placing her hand in this position, the thumb resting on the throat, right at the larynx, the first finger on the lips, the second on the nose, we found that she could feel the vibration of spoken words. For instance, the throat, she feels the G, the hard G, G, and the K sound, K. On the lips, she feels the B, with the second finger on the nose, the nasal sounds, the 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 first word she learned to articulate was the little word it. With the hand in this position, I made the vowel I. She felt it. I. Then I made the T. She feels it with the finger on her lips. Then I put the two letters together to form the word it, and the first word was learned. After her 7th lesson, she was able to speak the sentence word by word, I am not dumb now. Bien évidemment, il leur faudra beaucoup d'abnégation, de larmes et de sueur pour obtenir des résultats probants. Et il leur faudra plus de 27 ans d'efforts constants pour arriver à un niveau où les discours sont compréhensibles. De nos jours, qui est capable d'autant d'abnégation, d'une aussi grande dévotion et d'une véritable discipline de fer à travers les décennies? Très peu de personnes, pas vrai? Ellen donne sa première conférence devant un public le 6 février 1913 à 33 ans au sein de l'auditorium de la Hillside School à Montclair dans le New Jersey. Ce jour-là a marqué un véritable tournant dans la vie de la jeune femme. La petite Ellen turbulente a laissé place à Helen Keller, la conférencière. Try to imagine how you would feel if you were suddenly stricken blind today. Picture yourself stumbling and groping at noonday as in the night. Your work, your independence gone. You have heard how from the fingers of another a ray of light from another soul touched the darkness of my mind, and I found myself, found the world, found God. It is because my teacher learned about me and broke through the dark, silent imprisonment which held me, that I am able to work for myself and others. Depuis ce jour, elle n'a cessé de s'entraîner, de développer ses compétences en art oratoire et sa confiance en elle. Quelques années plus tard, elle est devenue une conférencière de renom capable d'inspirer des audiences de plusieurs milliers de personnes. Quand on voit le résultat final par rapport au point de départ, il y a de quoi rester bouche bée. Tout simplement incroyable pour une personne sourde et muette, pas vrai? En 1894, soit 6 ans plus tard, elle quitte l'Institut Perkins pour New York où elle rejoint la Horace Mann School for the Deaf and Hard of Hearing, la plus ancienne école publique pour sourds et malentendants aux États-Unis pour approfondir ses connaissances. 2 ans plus tard, elle retourne dans le Massachusetts où elle intègre l'illustre école de Cambridge avant de rejoindre 4 ans plus tard, en 1900, le Radcliffe College, l'université des arts libéraux rattachée à la prestigieuse université d'Harvard. Malgré tous ces challenges, elle a réussi à intégrer une prestigieuse université. C'est inspirant et ça force le respect, pas vrai? Helen Keller ne veut pas s'arrêter là, elle veut ajouter une autre corde à son arc
En 1903, elle boucle une nouvelle boucle qui la fascine tout autant que la lecture en arborant une nouvelle casquette, la casquette d'auteur. La lecture l'a sauvée, elle veut à son tour tenter de toucher des cœurs à travers des mots couchés sur le papier. Ce sera chose faite avec son premier bouquin autobiographique qui s'intitule « Sourde, muette, aveugle, histoire de ma vie ». Encore aujourd'hui, c'est un livre qui inspire des milliers de personnes à travers le monde. Un an plus tard, en 1904, elle obtient une licence de lettres et devient la première diplômée avec ce double handicap. À ce moment, elle veut continuer d'aider à sa manière les personnes et les femmes de manière générale. Elle devient notamment militante socialiste, féministe et pacifiste au sein de différents mouvements. Attention, comme vous l'imaginez, le socialisme de l'époque n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Le féminisme de l'époque n'a rien à voir avec le féminisme d'aujourd'hui. Et le côté pacifiste n'a rien à voir avec le côté pacifiste de certaines personnes d'aujourd'hui avec le statut d'aujourd'hui. Je vous laisse imaginer et décider si c'était mieux avant ou pas. Tout au long de sa vie, elle enchaînera entre écriture d'essais, d'articles de journaux, de romans et dévouement associatif. Elle a écrit 12 livres, dont un livre bouleversant pour rendre hommage à Annie en 1956 qui s'intitule « Ma libératrice, Anne Sullivan Macy ». Au cours de sa vie, elle a rencontré et travaillé avec des personnes de renommée prestigieuse et influentes comme Mark Twain, Eleanor Roosevelt ou encore George Kessler, avec qui elle fonde en 1915 l'organisation Helen Keller International, une association qui a pour but d'aider les personnes souffrantes de troubles de la cécité et les personnes victimes de malnutrition dans le monde. En 1964, elle reçoit la médaille présidentielle de la liberté des mains du président Johnson lui-même. Helen Keller meurt le 1er juin 1968 à l'âge de 87 ans dans son sommeil à son domicile. On peut dire qu'elle a eu une longue vie riche en rebondissements. En 1980, le 27 juin devient officiellement le Helen Keller Day, une journée qui célèbre la naissance de cette femme inspirante. Et à travers tout le pays, des cérémonies, des programmes et des activités sont organisés pour promouvoir le travail, la philosophie et les réalisations d'Helen Keller. Entre nous, dans la vie, en général, il y a deux types de personnes. Ceux qui se morfondent sur leur sort et ceux qui avancent. Helen Keller est un véritable symbole de la détermination et de la discipline. Quand on voit ce qu'elle a pu accomplir en sachant d'où elle est partie, il y a clairement des enseignements à tirer. L'état d'esprit, l'action et l'accompagnement permettent d'exploser de multiples barrières et d'accomplir de grandes choses. Imaginez ce que vous pouvez faire, accomplir et obtenir avec une fraction de sa détermination en vous appuyant sur vos forces, en passant l'action massivement et en vous faisant accompagner. En tout cas, imaginez le potentiel. En définitive, en plus d'être une activité divertissante pour beaucoup, les bénéfices de la lecture sont nombreux. Amélioration de la neuroplasticité, optimisation de la culture, du vocabulaire et de la compréhension, boost d'empathie, antidépresseur naturel, frein contre le vieillissement cognitif, vecteur d'opportunités personnelles et professionnelles, meilleur remède naturel contre le stress, pour ne citer que. En d'autres termes, les bénéfices indéniables de cette action si simple, si rapide et si accessible peuvent drastiquement changer votre vie à tous les niveaux en quelques minutes par jour, s'il y a de la discipline, bien évidemment. Elle peut changer votre vie comme elle a changé celle d'Hélène et celle de millions de personnes aux quatre coins de la planète. Nous avons approfondi ensemble l'univers passionnant de la lecture. Dans une prochaine vidéo, nous nous intéresserons très certainement au duel entre lecture traditionnelle et lecture rapide et nous explorerons ensemble l'autre volet complémentaire à la lecture, l'écriture. Nous verrons notamment les bienfaits, les bénéfices, les challenges et surtout le plus gros piège à éviter. If you will change, everything will change for you. You don't have to change what's outside. All you've got to change is what's inside. To have more, you simply have to become more. And then he said, don't wish it was easier, wish you were better. Don't wish for less problems, wish for more skills. Start working on yourself, making these personal changes. And he said, it'll all change for you. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, qu'il a été utile, instructif et source de réelle valeur ajoutée. Si oui, faites-le moi savoir en laissant une appréciation, un commentaire et en partageant à d'autres personnes de votre entourage qui pourront également être inspirées. Si vous voulez aller plus loin, alors je vous invite à découvrir les autres contenus à forte valeur ajoutée sur le site amadium.com. Pour être notifié des futurs podcasts et bénéficier de clés, pépites et astuces approfondies, rejoignez dès maintenant la communauté Amadium en laissant simplement votre email sur le site. Encore merci pour votre attention, votre intérêt
et votre confiance. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.